Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour les copains. Hello. Bonjour. Bienvenue dans le Pitch, un podcast dans lequel on parle d'un objet culturel entre nous et puis avec vous surtout. Et dans cet épisode, on va parler essentiellement des Oscars 2021, Oui. avec notamment deux films, Nomadland et The Father. Un film français, The Father. En tout cas, le scénariste est français. français. Oui, oui, Scénariste tout à fait. et réalisateur. Et réalisateur. Eh bien, générique alors, le pitch. On se retrouve donc pour un numéro consacré aux Oscars de cette année 2021. Et c'est une édition un peu particulière en fait qu'on a vécue cette année. Corentin, tu as quelques anecdotes à nous faire partager ? C'est une édition très très particulière puisque forcément, encore une fois, Covid oblige. Les Oscars se sont tenus en petit comité entre guillemets, mais par rapport quand même aux autres awards de cette année, les Golden Globes, etc. Il y avait beaucoup de nominés sur place qui ont été dispersés un petit peu dans la salle. Il y a eu un tapis rouge aussi, sans masque. C'était une grande question, ça. Est-ce qu'il y aurait un tapis, pas tapis, tout ça c'était... Moi, je pensais que les masques, c'était une opportunité fashion. Tu vois, pour les... Ah, mais complètement, oui. Ouais. Tu vois, le magazine, mais quel masque a mis Angelina Jolie ? Je ne sais pas si elle était là cette année, mais voilà. Mais non, c'est une édition un petit peu particulière. D'ailleurs, c'est une édition qui a fait le pire record d'audience de l'histoire des Oscars. L'histoire, ouais, je crois avec une chute de plus de 58%. 56%, ouais. Ouais, c'est 58%, ok. 58%, par rapport à l'année dernière. Donc c'est avec un score de 9,85 millions de téléspectateurs aux États-Unis. On n'est pas dans le monde, mais c'est une chute historique sur la chaîne ABC qui diffusait la cérémonie. Donc ça commence pas très bien sur les Oscars. Okay. Les films de cette année, on avait, comme on en a parlé dans The Midnight Sky, beaucoup de films Netflix. Il y avait 23 films Netflix, ça dépend des sources. 23 films Netflix avec 35 nominations. Et notamment le gros film Netflix où on pensait qu'il allait certainement rafler quelques Oscars, le fameux Manque. Manque. Oui, Manque, ouais, qui avait été nominé pour plein d'Oscars. 10 nominations pour Manque. C'était le film qui était le plus nominé de toute la session des Oscars 2021. Et il y avait un autre espoir. Il y avait le film avec Chad Boseman, qui est donc... Chadwick Boseman, pardon, excuse-moi. Qui est donc Matt Rainey Black Bottom, qui était en vue pour le meilleur acteur pour Chadwick Boseman. Voilà, son prénom. À chaque fois, je vais pointer vers Damien. C'est bien Chadwick. Voilà, on confirme que c'est bien lui. Et c'est vrai que c'était en tout cas assez particulier cette année parce que c'était un peu l'année des plateformes. Parce que comme évidemment le cinéma avec le Covid et tout avait été fermé, c'était des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video par exemple, qui se présentaient en force. Mais finalement, après les nominations et les prix, Netflix notamment est un peu déçu, j'imagine, de la moisson d'Oscars. Ils ont eu deux films avec 2 Oscars. Il y a Manque, en tout cas 2 Oscars, il me semble. Manque a gagné l'Oscar de la meilleure photographie, ouais. Et le meilleur documentaire. Et décor aussi. Ah, et décor aussi, ouais. Oui. C'est ça. Et les costumes, c'est Matt Rainey Black Bottom avec Chadwick Boseman qui a remporté aussi un Oscar, mais sur les costumes, il me semble. C'est ça. Et je crois que le documentaire, l'Oscar du meilleur documentaire a été décerné à... La sagesse de la pieuvre. Oui, c'est ça. La sagesse de la pieuvre. My Octopus Teacher en anglais. Un film Netflix également. Un super film d'ailleurs que je vous recommande. D'accord, un documentaire qui raconte un peu l'histoire, une espèce de relation qui se noue entre du coup un homme, un plongeur, et puis une pieuvre qui va voir tous les jours et tout. Et c'est hyper touchant, c'est bien foutu. Et à part, alors moi j'ai pas vu le film, mais j'ai entendu des critiques, et notamment faites par des experts, on va dire, en matière de biologie, qui disaient que je sais pas qui a fait le documentaire, mais s'enflammait un petit peu sur la relation qu'ils avaient tissée. Comme quoi, du coup, c'était presque amical ce qui se passait. Oui, et au final, c'est juste une pieuvre qui s'habitue à un mec qui venait souvent là, quoi. Enfin bon, voilà, c'est la magie du cinéma. Je veux pas casser le truc, mais ça m'intéresse quand même parce que le storytelling. Et donc on va vous parler aujourd'hui notamment d'un des films qui a raflé la plus grosse mise aux Oscars avec donc meilleure actrice, meilleur film, Best Picture, et meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao, qui est donc je tente la prononciation aujourd'hui. C'est pas Zhao, c'est Zhao. Je crois. S'il y en a qui parlent couramment le chinois ou le mandarin, n'hésitez pas à me corriger. Avec donc ce film Nomadland, qui est un film tiré d'un livre du même nom, Nomadland, et qui nous raconte, on va vous en parler tout à l'heure, mais un peu la recherche de soi de faire aux États-Unis. Juste avant, petit cocorico quand même, parce que c'est une année intéressante pour les Français, ces Oscars-ci. Il y a eu 3 Oscars, 3 statuettes pour des Français, donc le dramaturge Florian Zeller pour The Father, le film qu'on va
dont on va discuter un peu plus tard. Le français Nicolas Baker, qui lui a reçu la statuette pour le meilleur mixage son dans le film qui s'appelle Sound of Silence, qui raconte la plongée d'un musicien dans la surdité. Et dernier Oscar, Colette, qui est un court-métrage documentaire qui a reçu le prix du meilleur court-métrage documentaire. Et c'est un film qui est consacré au pèlerinage depuis Caen jusqu'au camp de concentration de Dora, de Colette Marin-Catherine, qui est une Française de 92 ans. Et fait intéressant, c'est un court-métrage qui avait été commandé et intégré à un jeu vidéo. Le jeu vidéo Medal of Honor. Medal of Honor Above and Beyond. C'était un jeu vidéo en réalité virtuelle. Et donc, en fait, c'est incroyable. Pour beaucoup de fans de jeux vidéo, c'est un peu le premier Oscar du jeu vidéo, en fait. Même s'il n'y a pas d'Oscar du jeu vidéo qui existe, mais en tout cas, c'est intéressant à savoir, quoi. Okay. Et puis finalement, on a rapidement mentionné The Favor avec la nomination, en tout cas, et le gain d'Oscar français cette année. On va vous en parler après. Donc, un film avec Anthony Hopkins dans le rôle principal qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur à la place de Chadwick Chadman. Voilà. Non, qui était en vue comme favori pour remporter cet Oscar et qui à titre posthume et qui finalement ne l'a pas remporté. C'est bien Anthony Hopkins qui l'a eu à 83 ans. Donc cette cérémonie des Oscars, comme on vous l'a dit, était un peu particulière. Et il y a aussi quelque chose moi que j'ai trouvé un peu étrange quand j'ai cherché sur cette cérémonie, c'est le fait qu'ils aient refusé de faire des Zooms, des visioconférences avec certains des participants, enfin tous les participants, mais certains des participants, des nominés, avaient proposé, comme Anthony Hopkins par exemple, de potentiellement, s'il y avait besoin, d'être là en visio, quoi. Voilà, d'être là en visio, s'il y avait discours à donner. Et ils ont refusé ça. Alors, pour se distinguer des Golden Globes, peut-être qu'il y avait eu quelques problèmes techniques aussi, mais surtout parce que c'est le producteur de la diffusion qui a refusé, parce que les Oscars ont un standing, c'est l'Académie et c'est les Oscars. Donc on veut pas de soupe de pixels aux Oscars. Voilà, quoi. On a en personne, soit à Los Angeles, soit à Londres ou à Dublin. Et bien sûr, Anthony Hopkins, à 83 ans, a dit vous êtes bien gentil, mais il y a du décalage horaire. Il y a du Covid aussi. Il y a du Covid. Qui se balade. Je vais pas me déplacer, alors qu'en plus, vous annoncez partout que Chadwick Boseman est favori. C'est pas comme ça qu'il l'a dit, bien sûr, mais voilà. Donc, je vais pas venir si je gagne pas, parce qu'il s'agirait pas. Mais du coup, il a accepté son Oscar le lendemain avec une vidéo sur Instagram. Et bien fait pour le regard. Un petit discours sur Instagram et il dormait. Joli pied de nez à l'Académie des Oscars. Voilà, avec au moment des Oscars et de la remise des prix, apparemment avec le décalage horaire, il était au dodo, il était au lit. Donc, parce qu'une bonne nuit de sommeil, on l'a déjà vu dans ce podcast, il n'y a rien qui le remplace. Et ça permet d'obtenir par exemple des Oscars. Oui. Voilà. Donc dormez mieux pour avoir des Oscars. C'est ça la moralité. C'est pour ça, du coup, je reviens un peu là-dessus. C'est vrai que moi, tout ce qui est cérémonie d'Oscars et autres, moi, je suis moins. À la limite, je regarde, tu vois, vite fait des extraits ou voilà, des résumés en articles et tout, mais genre jamais je vais regarder. Moi non plus, c'est trop long. C'est vrai que c'est long. En plus, là, les Français pouvaient le voir sur Canal+, il me semble. Ouais, c'est ça, donc à 2h du matin. Il fallait quand même être motivé parce que c'était 2 heures françaises et c'était commenté en direct sur Canal+. Mais je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'audience en France. Je crois pas, parce que vu que c'est un bas historique pour les États-Unis, je pense que la France a dû faire un peu pareil. En même temps, les films ont été plus ou moins inconnus en fait cette année du public, puisqu'il n'y a pas eu de cinéma presque. Et que, par exemple, de Favor, on va vous en parler tout à l'heure, il sort que le 9 juin au cinéma, si le cinéma réouvre. Nomadland ou The Father? Nomadland, excuse-moi. Tu as raison, Nomadland. Et donc, les films étaient quand même un peu inconnus du public, à part des membres qui ont voté, les membres de l'Académie qui ont voté, qui eux avaient vu les films en avance, quoi. Et puis, c'était surtout vu dans des festivals l'année précédente. À Sundance, à Venise, ce genre de festival. C'est vrai qu'il y a énormément de films qui ont beaucoup fait part d'eux. Je pense à Drunk aussi, qui a gagné des BAFTA et des Golden Globes. D'ailleurs, un petit peu bravo quand même, parce que tu as participé, Damien a participé au doublage de Drunk, pour la voix française. Effectivement, donc, complètement. Super film que je recommande en dehors de la version française. Regarde-le en VE, en VO, en VF, comme vous voulez. Un grand bravo. C'est vraiment un star parmi nous. Non, mais c'est vrai qu'il est super ce film. Il est vraiment super. Il est incroyable. Et ce qui est fou, c'est que du coup, Drunk en France, il est sorti. Je crois qu'il a eu une exploitation très très réduite parce qu'il est sorti juste avant le premier confinement. Il est jamais ressorti après, et du coup on n'a pas arrêté d'en parler, mais les gens n'ont toujours pas vraiment eu la possibilité de le voir. Donc c'est dommage, parce que franchement. Et donc c'est l'heure de se pencher sur notre premier film de cet épisode. C'est donc Nomadland, avec un pitch en une phrase présenté par Corentin. Et bien Corentin, il va vous lire son pitch en une phrase. Nomadland raconte la recherche de soi, du sens de la vie, à travers un road trip pas très instagrammable dans l'ambiance, et à l'aide surtout de vannes sur l'utilité de multiples des seaux en plastique.
Ok, c'est vrai. Alors, on va pas vous spoiler le film, bien sûr, dans cet épisode. On va faire le moins possible de spoil, étant donné que vous n'avez pas forcément eu la chance de le voir. Et bon, vous le verrez sûrement au cinéma le 9 juin. Si tout va bien. Si tout va bien. Alors, 9 juin 2023. Hein. bien entendu. Juste après le variant lituanien qui Voilà, qui devrait moi arriver. ça me paraissait logique. Ouais, c'est ça. Sur ce film, on a un petit peu on va vous donner un petit peu de contexte et aussi le synopsis du film. Damien, est-ce que tu l'as en tête? Le synopsis. Alors moi j'ai le contexte du film. Vas-y. Donc c'est un film qui s'appelle donc Nomadland et comme on l'a dit tout à l'heure, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Nomadland aussi et qui est une enquête d'une autrice journaliste américaine, enquêtrice qui s'appelle Jessica Bruder, qui donc a fait une sorte de gonzo. Alors le gonzo c'est une forme de journalisme où en fait on part en immersion et où on vit un peu au rythme des gens qu'on a décidé d'observer. Donc du coup elle a vécu avec les nomades pendant plusieurs années dans son propre van. Alors, on rappelle juste que ce sont que les nomades. En fait, les nomades, ce sont ces Américains qui ont subi de plein fouet la crise des subprimes en 2009, c'est ça, 2008-2009, et qui du coup ont tout perdu. Certains ont perdu jusqu'à leur maison. Et certains d'entre eux ont fait le choix de partir sur la route, de du coup acheter un van ou aménager un van ou un gros camion et de partir sur la route comme ça en se disant bah voilà, tant pis, de toute façon on a une toute petite retraite, on n'a plus d'argent, on n'a plus de chez nous, mais on va profiter de la vie et visiter, et tailler la route quoi, voilà. et vivre petitement avec nos petits moyens et voilà. Donc du coup tous ces nomades forment une sorte de communauté qui se retrouve sur les routes, qui les sillonnent ensemble, qui se retrouvent à certains moments de l'année à certains endroits, qui vit de petits boulots aussi, enfin on en parlera dans le film et du coup voilà, et qui en fait vit au fur et à mesure des saisons comme ça. Et donc cette femme, Jessica Bruder, est partie sur les routes avec eux, avec son propre van, en travaillant à Amazon aussi, comme le personnage de Frances McDormand dans le film. Et son livre, lui, il est centré sur Linda May, qui est en fait une des actrices du film et qui est aussi en fait une nomade dans la vie. Ok. Donc voilà, on pourra en parler tout à l'heure. En fait, le film, il est assez hybride parce qu'il se situe entre la fiction, le documentaire, le film social. Ouais. Il y a un peu un mélange. Que la plupart des personnages dans le film sont vraiment des nomades. Il n'y a pas que cette personne. Il y a par exemple Bob Wells. Oui, le leader de le youtubeur, voilà, le plus imposant, on va dire, qui a vraiment aussi une tête tout à fait amicale. Et c'est vrai que je sais pas si on a les mêmes interviews en tête, mais du coup, il explique un petit peu sa manière d'avoir pensé les choses quand il a pris la route. Il est parti en 95, il est devenu nomade. Donc ça fait un bail. C'est parce qu'en fait, si tu veux, son père bossait dans un supermarché et il est parti en retraite. 2 ans après, il est décédé et lui, tout de suite, il s'est dit jamais, en fait, j'ai pas envie d'attendre la retraite. Oui, c'est un petit peu la logique. Voilà, c'est la logique. Et puis en même temps, effectivement, il y a eu toute la crise économique et en même temps la galère pour beaucoup de gens de retrouver un job. Et en fait, il expliquait que donc lui, en plus, il a fini divorcé, il a eu 2 enfants, dont un qui va décéder en plus après. Et en gros, il avait $1 200 pour vivre par mois. Et il avait déjà $800 de loyer. Et encore, c'est un très faible loyer. Oui, bien sûr, aux États-Unis, ça dépend des endroits, ça peut être très très cher. Ouais, c'est ça. En général, le loyer, il y a une autre nomade qui expliquait qu'elle vivait à Nixa, dans le Missouri, et le loyer moyen, c'est $762, ce qui est en fait énormément, surtout quand tu n'as que 1000 ou 1200. Mais c'est bien en dessous de la moyenne américaine. Ouais. Et du coup, j'ai une petite question à vous poser. Bob Wells, du coup, c'est lui qui a organisé les premiers rassemblements qu'il appelle comment, excusez-moi. Le rendez-vous, quelque chose. Le Quartzsite. Quartzsite. Et en fait, en 2011, quand il a lancé ça, le premier, il y a eu 45 véhicules. Vous savez combien il y en a eu en 2019? Allez, 1000. Attends, c'était en 2011, c'est ça? En 2011, il a eu 45 véhicules à son rassemblement. En 8 ans, 1000. Combien il y a eu plus? 1000. Plus. Je sais pas, je 2000. dirais 3000. Plus. Ok, pas vas-y, vrai. donne-nous. 10 000. 10 000, ok. 10 000. Ah oui, ça Ouais. en fait de la place de parking. Ah ouais, Et en fait, effectivement, c'est non seulement le côté galère, parce qu'en plus, là, maintenant, il y a la crise du Covid et même économique depuis un moment, etc., qui traîne, plus aussi, tu en parlais dans ton pitch, cette philosophie de vie, notamment de voir le pays, rencontrer des gens, etc. Voilà. Ça attire Ok, beaucoup de monde. c'est super intéressant. C'est vrai que Bob Wells, en fait, c'est un des 3 personnages qui existent, en fait, enfin, qui joue son propre rôle dans le film. Et c'est aussi un gars qui a une grosse présence sur le web, qui a fait plein de vidéos, qui est un peu youtubeur aussi à ses heures et tout, et qui du coup est un peu l'espèce de chef de file de ce mouvement-là des nomades. Ouais. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais vous conseiller. C'est lui qui l'a fait, du coup. C'est comment vivre dans un van pour $800 par mois, quoi. Ok, très intéressant. Ouais, Mode d'emploi.
Alors avant de passer au top flop et juste un rapide pitch, synopsis, pardon, j'ai une petite information sur la sortie du film, notamment en Chine, qui est assez intéressante. Alors, Chloé Zhao, c'est une femme. Alors, je crois qu'elle est partie vivre aux États-Unis très jeune. Au Royaume-Uni d'abord. Royaume-Uni peut-être. En tout cas, elle a quitté la Chine vers 15 ans, il me semble, mais elle est chinoise d'origine. Et en 2013, elle avait dit dans une interview que pour elle, la Chine était, entre guillemets, un pays où il y avait des mensonges partout, dû au régime autoritaire. Excusez-moi, en tout cas au régime en place. Et ce morceau d'interview est ressorti là, avec la sortie du film. Et le film était programmé normalement pour sortir en Chine le 24 avril. Et au moment de la ressortie de ce petit morceau d'interview sur Twitter, notamment, enfin Twitter, leur version en tout cas, le film a été déprogrammé. Et il n'y a presque aucune trace. C'est difficile de trouver des traces de la victoire de Chloé Zhao aux Oscars et de la victoire du film, alors que c'est quand même une fierté nationale normalement, due à ses propos, parce qu'il y a un mouvement nationaliste qui la considère comme anti-Chine, anti-parti en fait. Oui, qui a renié, enfin on l'a considéré quasiment comme une traîtresse à la nation, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, il y a aussi il y a un autre événement médiatique un peu bizarre cette fois qui a aussi pesé dans la balance de ça. Elle a donné une interview à un média australien où elle a dit les États-Unis ne sont pas mon pays. Mais en fait, ça a été mal traduit par le journaliste. Et du coup, pendant quelques heures, la situation qui est sortie sur le site du média, c'était les États-Unis sont mon pays. Et là, clac. Et là, clac, ça suffit en fait. Et du coup, ça a aussi entraîné le mouvement de rejet sur. Ouais, exactement. C'est assez terrible, hein, parce que c'est terrible parce qu'en plus, elle a quand même des messages très humanistes, quoi. Ouais. Et qui s'appliquent partout dans le monde. Oui, c'est ça. Finalement. C'est assez ouf. Bon, alors ce film Nomadland, je vous le résume très rapidement et puis on va faire en 5-6 minutes notre top flop et ensuite on va passer à The Favor. Nomadland, c'est l'histoire donc de Fern qui en 2011 perd son emploi après la disparition de l'usine américaine de plâtre à Empire, qui est une région industrielle dans le Nevada. L'ancienne région industrielle, parce que maintenant c'est complètement sinistré. Elle n'existe plus, elle a d'ailleurs perdu son code postal. Fern décide de vendre la plupart de ses biens après avoir tout perdu et achète une camionnette pour vivre et parcourir le pays à la recherche d'un emploi et surtout d'un sens finalement à sa vie et de rencontres. Voilà, alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est des tops, c'est des flops ? Nicolas, un top flop ? Eh ben écoute, moi j'ai adoré ce film, franchement incroyable. Alors t'en parlais à nouveau dans ton pitch. Le truc qui est assez dingue, c'est que c'est un road trip, on voit pas mal de paysages, mais c'est filmé d'une manière assez brute. Que effectivement ça devient, c'est pas sublimé, les paysages sont pas sublimés. C'est très terne d'ailleurs dans la photo. Ouais, complètement. Après ça, moi je trouve ça a son charme. C'est quand même grandiose, hein. C'est terne mais grandiose, quoi. Ouais, mais tu vois, on aurait pu mieux le mettre en valeur si elle l'avait voulu, mais c'était pas ça le propos du film. Et en même temps, tu vois, c'est bien sûr. Et en même temps, c'est pas non plus une morale anticapitaliste, machin, même s'il y a peut-être une ou deux séquences qui donnent ça. Mais en fait, elle explique juste qu'il y a des gens qui vivent comme ça, déjà parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais en même temps, il y en a qui vont pas être capables de le faire. C'est juste, elle filme un point de vue de quelqu'un qui est nomade comme ça. Et d'ailleurs, l'actrice, elle a fait 7 mois à peu près, je crois, en nomade aussi. D'immersion, d'immersion aussi. Mais gros top. Gros top sur le film total, on va dire. Sur le film total, avec une notion, et d'ailleurs, c'est. Alors, comment tu dis avec l'accent mandarin ? Chloé Zhao. Chloé Zhao. Je teste. Hein. Pareil. Elle est monteuse aussi de son film. D'accord. Et d'ailleurs, je trouve que le montage était vraiment réussi, que ce soit dans le rythme, mais aussi dans les montages alternés entre. Du coup, les paysages somptueux avec cette idée d'open space que le personnage principal d'ailleurs déclame et que je joins avec envie. Et aussi ces montages ces images où tu te retrouves dans l'usine Amazon, dans Pactage, etc. Donc, vraiment très fort aussi dans le montage. Il y avait des sens dans ce qu'elle faisait. Il y a un point que tu as dit qui est intéressant et pour moi c'est un top là-dessus, c'est le fait que le film ait un rythme assez humain, dans le sens où on a l'habitude de voir des films où on a des événements qui vont un peu plus dans l'extrême parce qu'il faut que ça fasse bouger les personnages dans la narration, donc des choses atroces ou des choses graves et là en fait il y a des choses graves mais qui sont présentées de façon banale de tous les jours en fait. Ça pourrait être notre vie, donc il y a une ambiance que j'ai envie de qualifier d'humaine où il n'y a pas d'atrocité et il n'y a pas de victoire étonnante et incroyable. Il n'y a pas de fait épique et de grosses défaites et pourtant, il nous tient. Tragiques, et en même temps ça nous tient, et en fait tout s'est passé avant le film aussi. C'est ça qu'on montre en fait des survivants d'un monde perdu, quoi, d'une ère industrielle qui s'est cassé la figure, et du coup
Du coup, comme tu dis, il y a un truc pas du tout pathos en fait. Et c'est ça que je trouve super fort. Et du coup, ça, moi, c'est un de mes tops. Et c'est vachement lié, je trouve, au personnage et à l'actrice Frances McDormand. C'est incroyable. Qui est vraiment incroyable. Et pour le coup, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Et moi, je trouve que. Enfin, j'ai pas vu tous les films, mais je trouve qu'elle elle livre une prestation qui est formidable. Non, moi, ce que je trouve assez fou avec cette actrice, c'est que en fait, elle arrive à faire passer énormément de choses avec les non-dits. Elle parle pas tant que ça. Elle est à la fois. Elle est super forte dans les personnages un peu cassés. D'ailleurs, elle a un visage en plus. Elle a un visage super fort. Elle est marquée et tout. Et à la fois, elle garde une espèce de dignité dans des trucs assez durs à vivre qu'elle traverse. Et en même temps, elle reste toute mignonne. Et on a envie de faire des câlins. Et en plus, hyper empathique, quoi. Sa carrure et elle a une petite carrure, elle est petite. Enfin, en tout cas, dans le film, on a l'impression qu'elle est petite, elle est fragile, mais elle est super forte à côté. À l'intérieur, elle est vraiment super forte. Parce qu'il faut y aller. Et je trouve qu'elle montre vachement bien la complexité du personnage. Et là, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Nico, sur le fait que ce soit pas pathos et que ce soit pas un film social. Enfin, moi, je le qualifierais pas de film social, genre on dénonce, on dit que c'est terrible, bien, machin et tout. On montre la misère des gens en disant ah regardez, machin. Et ben non, je trouve pas parce que en fait, alors bon, on va pas spoiler et tout, mais je trouve qu'il y a une trajectoire du personnage qui est très intéressante où au début, on a l'impression que sa solitude elle est subie. Par sa situation, par les galères qu'elle a vécues et tout. Et en fait, petit à petit, on se rend compte qu'elle n'est pas que subie, elle est aussi un peu choisie, qu'elle a une psychologie très particulière, que voilà, le rapport avec sa sœur nous le montre, le rapport avec le monde et tout ça, qu'elle a du mal à se laisser enfermer dans les choses, et que du coup, en fait, son itinéraire de vie, il est aussi choisi, et en fait, ça lui rend sa dignité de personnage. Elle n'est pas juste une victime du système, elle est quelqu'un qui, avec ce qu'elle a vécu, plus ce qu'elle est, elle vit comme elle peut, quoi. Et ça bouleverse un petit peu les schémas narratifs qu'on pourrait avoir l'habitude de voir ou qu'on attend dans le film. Typiquement, un schéma, par exemple, je dis pas que c'est celui-là, mais quand on a un personnage féminin et masculin assez fort dans le film qui ont des dialogues récurrents, en général, c'est là où on installe une tension amoureuse, une tension sexuelle ou une tension de conflit, parce qu'on a l'habitude d'avoir ce schéma-là. Et là, le film s'en affranchit complètement. C'est clair. Mais justement, il y a un de mes tops, c'est les personnages. Bon, déjà, la plupart sont campés par les vraies personnes. Et en même temps, j'ai noté un truc pendant le film, c'était il n'y a pas de personnages méchants. Enfin, déjà, ils sont tous attachants, mais il n'y a pas justement un personnage qui va aider à la trame narrative pour rajouter un conflit, un obstacle. Et ça, justement, je trouve que c'est très fort pour justement un film qui s'affranchit de beaucoup de choses. Et on n'a pas besoin de ça, en fait, pour être accroché par le film et pour qu'il y ait du regain d'intérêt, quoi, en fait. C'est ça qui est super. Alors, juste pour terminer ce mini top flop, moi j'ai un mini flop, parce que je voulais en trouver un quand même un petit peu, j'ai cherché un peu. Donc, le spectateur de sitcom en moi, donc les sitcoms qui sont des comédies comme Friends, par exemple, vous pouvez voir à la télé, un petit peu chamboulé par la fin, comme tous les films de ces Oscars, je vous en parlerai tout à l'heure, qui reste assez ouverte et qui, pour moi, résout pas. On aurait pu avoir une fin ouverte qui résout un ou deux nœuds narratifs en plus. Alors attends, parce que du coup, tu fais une comparaison entre les sitcoms et ça paraît pas évident. Non, mais pour fait, toi, les sitcoms, c'est quelque chose qui est narrativement plus terminé. Et voilà, du coup, en fait, c'est complètement le contraire même. Je dis ça parce qu'on a tous l'habitude de voir des comédies à la télé, et quand on regarde des films des Oscars qui sont pas du tout sur les mêmes standards, si on a cette culture-là, et qu'on a tous un petit peu, on a souvent l'impression, en tout cas on attend, pas forcément un happy end, mais qu'on résolve les problèmes qu'il y a eu dans le film avant. Si j'ai perdu une montre au début du film, que c'est un problème narratif, soit la montre, je sais qu'il l'a volée, ou j'accepte qu'elle soit perdue, ou je l'ai retrouvée. Là, dans cet exemple-là, la montre, bien finalement, on l'a oubliée, ça fait partie d'existence. D'accord. Oui, parce qu'en fait, on est plus sur un truc de tranche de vie. Voilà. Et en fait, la vie, effectivement, quand on prend 5 ans de la vie de quelqu'un, il y a forcément des trucs que tu ouvres mais que tu refermes pas parce que en fait, tu auras besoin de beaucoup plus de temps pour que ça se passe. Voilà, donc c'est ce genre de film-là. D'accord. Ouais. Et donc ça, c'est un petit flop pour toi? Non, c'est juste. C'était pour retrouver. C'était pour retrouver. En vrai, ça me dérange pas, mais c'est juste pour prévenir le type de film dont on parle, quoi. Moi, le micro flop, mais alors c'est vraiment aussi histoire d'en trouver un, et c'est un peu connecté à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça serait que du coup, du fait que ce personnage est plus complexe que ce qu'on pense au départ, et que il aime un peu la solitude, il la recherche. Parfois, il se sent enfermé, il a envie de sortir, il a envie de fuir. Je trouve que parfois, on est un tout petit peu moins empathique sur elle, parce que du coup on se dit là il se passait un truc cool et elle le fuit, elle a pas l'air heureuse, et en fait elle est dans la fuite perpétuelle et dans le mouvement perpétuel. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du film, c'est qu'on n'a pas envie de lui dire oh la pauvre petite chose, et qu'on la victimise pas. Pour peut-être vite fait te contredire mais sans spoiler, justement ça résout un problème qu'elle a vécu avant que le film commence. C'est vrai.
C'est vrai. Mais on peut pas trop en Non, dire. on peut pas en parler. Et passons à The Father. Oui, dans ce oui. cas-là. Avant d'en dire trop, passons Avant à d'en The dire Father. trop, qui nous pitch The Father? Eh ben, moi, je suis chaud. Eh ben, Eh ben, Nicolas, Nico, vas-y. on t'écoute. Alors, nous sommes plongés dans la tête d'un homme, aux portes de la vieillesse qui transforme peu à peu son cerveau dans un labyrinthe de matière grise, perdant peu à peu ses repères. Et oui. C'est Un complètement film de vrai. science-fiction, en fait. Pas du Et en tout. plus, tu as pris la bonne voie un peu intrigante pour Ouais. nous faire perdre nos repères aussi. Merci beaucoup. Pierre Mais oui. Castor, raconte-nous une histoire. Encore Donc, Est-ce qu'on a des petits éléments de contexte ou sur ce Bah. film, comment il a été Bah, écrit, réalisé, tout ça Assez rapidement, parce que Ouais. déjà, en fait, c'est une adaptation de. Enfin, le réalisateur a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle. Il est d'ailleurs exactement pareil. dramaturge en fait. À Oui, la base, à la base, il est dramaturge. auteur, il Le écrivait des truc- romans, ensuite il a écrit du théâtre. Le truc vraiment que je trouve incroyable, c'est que le gars, son premier film, il Donc fait Florian ça. Zeller, Florian français. Zeller, pardon. Ouais, 2 Oscars, premier film. Avec Ouais. Anthony Hopkins, Voilà. tranquille ou quoi. Bah après, il faut savoir du coup que c'est une pièce de théâtre, enfin c'est une adaptation de sa propre pièce de théâtre qui a été écrite du coup en 2012 Ouais. et qui a connu un carton considérable dans le monde entier. Elle a eu En fait, 6 Molières, il me semble. C'est assez fou parce que donc ça fait partie d'une trilogie. Il a écrit 3 pièces dans cet mère, le ensemble. Il y a fils. la mère, il y a d'abord le père, ensuite la mère et ensuite le fils. Ouais, Et c'est là, ça. il est en train de réaliser le fils. Avec Là, il est reparti. il est reparti en ok. réalisation. Il va commencer le tournage dans pas longtemps pour réaliser le fils, Ok. qui est aussi voilà. Bah, on lui Mais- souhaite. Ce qui est fou, c'est que c'est l'auteur français aujourd'hui de théâtre le plus joué dans le monde. Ah oui. Et c'est l'auteur français qui a le plus de succès, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui Pour pèse. être honnête, moi je connaissais pas. Ah, moi non plus. Hein. Mm, mm. D'ailleurs, je me corrige, hein, c'est pas 6, c'est plusieurs Molières, je connais pas le nombre exact, mais ça montre que le mec en fait, a une carrière derrière lui, surtout d'auteur, en fait, de dramaturge vraiment forte, et il l'amène au cinéma de façon incroyable. En fait. Complètement. Ouais. Et quand il écrit le film, du coup, par rapport à sa pièce, il l'écrit déjà en pensant à Anthony Hopkins, en fait. Il le C'est dit, pour ça qu'il écrit en dans- anglais. Dans pour la ça qu'il pièce écrit de en anglais. théâtre aussi. Non, quand il écrit le film. Pardon, Ouais. oui, Parce qu'il a c'est monté ça. la Il pièce de l'avait, théâtre, il c'était l'avait joué par entendu. Yvan Attal et puis un autre acteur. Ouais, c'était Anthony Hopkins qui l'avait en tête pour le film. Ça, c'est C'est ça. Ouais, D'accord, ouais. En fait, j'ai pas capté. il est fan absolu de Anthony Hopkins. Il trouve que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, faut voire croire. de l'histoire. Et du coup, il était évidemment honoré que Hopkins accepte de jouer dans son film parce que c'est à la base ce film-là, c'est un petit film indépendant anglais en fait. Hein. C'est pas une énorme production à l'américaine et tout, donc il n'était pas prédestiné à rafler autant d'Oscars. Et du coup, il était évidemment enchanté. Et il était encore plus aux anges quand Hopkins a gagné l'Oscar du meilleur acteur. Parce que le film a aussi gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté. Ouais. C'est ça. C'est ça, Voilà. c'est le meilleur scénario adapté. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Je viens de me poser la question. Je ne sais plus, parce que les deux films dont on parle, le budget, je n'ai pas regardé, je ne me rappelle plus. Non, Mais j'ai ça pas doit regardé pas être budget, fou. hein. Le budget de Enfin, The Father, je crois que c'est 5 millions. Ouais, c'est ce qui est vraiment vraiment rien. que Ce qui est dalle. vraiment C'est rien du tout. hein. Ouais. Genre ça, vache. je mange ça au petit-déj. Quoi. Ouais. À moins que ce soit Nomadland. Il faudra vérifier. Ouais, Mais ça en doit- tout cas, c'est vraiment pas des films qu'on Eh ben, je vais coûté aller cher faire par direct. rapport à, ouais, ça bah, doit- en fait, au succès critique. Quoi. Et c'est assez fou. Hein. Et c'est marrant parce qu'on en parlait dernièrement du coup sur les films de Snyder Cut là, enfin sur la Snyder Cut, du coup qu'on expliquait que finalement il n'y avait pas besoin d'un gros budget pour arriver à une œuvre vraiment réfléchie et bien pensée et qui remporte un succès critique très conséquent quoi. Et donc les budgets donc, de The Father, c'est 6,4 millions de dollars, il me semble, et le budget de Nomadland, c'est 5 millions. Donc 2 petits films. De petits films, en tout cas, C'est fou, ouais, hein. financièrement. Quoi. Ouais. Très petits Complètement. films financièrement. Alors je vais juste peut-être vous donner un petit synopsis rapide pour résumer un peu l'action. Alors donc, on parle d'Anthony, le personnage s'appelle Anthony, comme Anthony Hopkins. Coïncidence Je ne crois pas. Alors qu'Anthony vieillit, il devient de moins en moins autonome. C'est un père qui refuse l'aide de sa fille. Voyant la situation se dégrader, il commence à douter de ses proches, de son propre esprit et même de ce qui est réel. Donc c'est un personnage qui est atteint d'une maladie mentale. en tout cas. D'Alzheimer, en fait. Enfin, Alors, on il sait est pas plus trop. sénile forcément Oui, en qu'Alzheimer. fait, c'est une forme de démence. On sait Ouais. pas laquelle. Mm. Ouais. Mm. C'est plus une forme de démence qu'Alzheimer pure, Mhm. pour le coup, parce qu'il y a quand même de la paranoïa, il y a des choses qui changent. Et alors sur le top, pour commencer le top flop, si vous êtes... Alors, ok. juste peut-être avant, Vas-y. moi j'ai trouvé une citation d'un auteur français qui s'appelle Philippe Tesson. Et en fait, il dit sur le film, le spectateur ne sait plus où il est, dans la logique du réel ou dans celle de la maladie. Il perd pied, il perd même la mémoire lui aussi. Il est plongé dans le même état de confusion que l'acteur, que le personnage, dans le même état d'angoisse. Il finit par prendre un personnage pour un autre. C'est très troublant. Et je trouve que c'est hyper vrai. ce Mais qu'il- carrément. Ouais. Et justement, moi, si je puis me permettre, j'ai un top. C'est la mise en scène qui est complètement folle, qui m'a fait tourner en bourrique. Et j'ai trouvé ça brillant parce que c'est le parfait exemple.
un des parfaits exemples d'un réalisateur qui a réfléchi sa mise en scène avec ce qu'il veut dire, avec le point de vue qu'il veut adopter, en l'occurrence celui du personnage principal qui perd la boule. Ses repères, quoi. Il est Ouais. très très lié à la narration en fait, puisque la mise en scène et la narration vont très bien ensemble sur ce Mm. film. Comme tu disais dans la citation avant, en fait, on ne sait pas où on habite, dans le temps comme dans l'espace, comme dans les personnages, et sans pour autant nous perdre, comme parfois un Nolan pourrait nous perdre sur Tenet. mais en fait, on reconnaît l'espace, tout est familier, étrangement familier. Mais Ouais, parce que c'est un huis clos en fait. Voilà. Et on reconnaît la touche du théâtre là-dedans, parce qu'évidemment, c'était Ouais. une pièce avant, donc tout se passe dans l'appartement. c'est compliqué de faire cramer des immeubles. hein. Voilà, Donc, du coup, effectivement. Et du coup, effectivement, ce huis clos fait qu'on tourne en rond, mais en même temps, on perd parce que, je sais pas vous, mais moi, j'avais pas du tout la notion de l'espace. Ah Où était la chambre par rapport au salon, par rapport à la cuisine, tout ça, j'étais perdu. Et pourtant, c'est le même appart tout le long du film, quoi. Et c'est ça, c'est assez incroyable. Parce que, alors pour vous qui écoutez ou qui regardez cette vidéo au podcast, en fait, le personnage, peu à peu, devient, je vous spoil rien en disant qu'il devient un peu parano et qu'il pense que les autres sont contre lui, donc le personnage d'Anthony Hopkins, Donc, les autres, c'est sa fille, parce qu'il vit avec sa son fille, gendre. son gendre, effectivement, et puis la carer, c'est-à-dire la personne l'aide-soignante, en fait, qui vient à domicile pour s'occuper de lui. Et ils pensent qu'ils veulent le mettre absolument dans une institution pour récupérer l'appartement. Et en fait, les personnages changent, les acteurs changent pour les mêmes personnages, parce qu'on a le point de vue de Anthony qui, en fait, confond tout le monde. ouais. Oublie. oublie que c'est son appartement, c'est pas son appartement. Qui est mon gendre? Est-ce que tu étais marié? Est-ce que tu pars? On perd la chronologie aussi, parce que du coup, sa fille, parfois, est mariée, parfois, elle est divorcée, parfois, en fait, d'une scène à l'autre, on est complètement perdu, Ouais. parce qu'on est à son rythme à lui, en fait. Et c'est même pas, admettons, il y a deux personnages pour Anne ou Anna. Anne, sa fille. Et un coup, ça va être une des actrices qui va être encore mariée. Ensuite, la même actrice, elle va plus l'être, tandis qu'ils vont inverser pour les autres personnages. Enfin, Oui. c'est un puzzle, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui est très très fort, je trouve, c'est effectivement ce truc de la chronologie, parce que c'est très très dur de faire comprendre ce sentiment-là, de perdre ses repères chronologiques, parce que on est habitué à vivre notre vie de manière logique, en fait. On se lève le matin, ensuite c'est la matinée, ensuite c'est le déjeuner, ensuite c'est l'après-midi, ensuite c'est le soir. Et là, on ne sait plus. En fait, on peut plus faire confiance à la scène d'avant pour nous dicter la scène d'après. Et on peut même faire confiance aux tenues des personnages, finalement. Ouais. Puisque, en fait, le pyjama d'Anthony, il est le matin, mais il est aussi le soir. Donc, Ah oui, c'est quand ça. est-ce qu'on est? Et le personnage, à un moment, dit lui-même, mais je croyais qu'on était le soir. Et moi, alors, un autre top, personnellement, bien entendu, et je pense qu'on s'est partagé par des gens, étant donné qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur, c'est la performance d'Anthony Hopkins, qui déjà prend un rôle qui doit être franchement proche de certains aspects de peut-être sa famille, ses amis, peut-être qu'il a des amis qui ont vécu ça, ou peut-être qu'il a vécu ça avec de la famille, ou même lui-même qu'il a des absences, je ne sais pas. Mais à 83 ans, prendre un rôle d'un vieux monsieur qui perd la boule, franchement, psychologiquement, il faut le faire quand même, surtout pour être autant dedans comme il l'est, parce qu'il est très touchant. Il est juste, ouais. Des fois, il fait peur. Des fois, il y a une fait palette pleurer. d'émotions incroyable, et à chaque fois, c'est juste, quoi. Et en fait, il change. Alors, on en avait parlé dans l'épisode du sommeil. C'est une partie du cerveau qui se détériore avec l'âge, qui nous empêche de dormir et donc qui se détériore plus. Et c'est là où on gère nos émotions, où on gère aussi une partie de la mémoire courte. Et ce qui fait qu'en fait, il se comporte un petit peu comme un enfant parfois. Il a des crises de colère et puis d'un coup, il est tout apeuré, tout fragile. Et transmettre ça à l'écran de façon si forte qu'il l'a fait là, franchement, c'est hyper fort. Moi, il y a une réplique, alors je spoil pas parce que c'est quelque chose, enfin ça déflore pas l'intrigue, mais en fait il y a une blague qui fait plusieurs fois dans le film. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est cette fameuse blague de, en fait sa fille lui dit qu'elle va aller à Paris et lui dit mais tu vas quand même pas aller à Paris, les gens ils parlent même pas anglais. Oui. Voilà, donc du coup c'est assez drôle déjà, mais en fait il l'a redit plusieurs fois dans le film, ça jalonne un petit peu le film, et à chaque fois il l'a fait avec une émotion différente, c'est-à-dire qu'il va être tantôt il sait qu'il blague, tantôt il est ironique, tantôt il est juste énervé, flippé, il a peur que sa fille l'abandonne, et en fait il joue toujours cette blague-là avec une espèce de palette complètement folle d'émotions, et ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression de revoir la même chose, et que ça nous montre aussi toute la complexité du personnage, quoi. Et alors, sur le rythme du film, justement, tu parlais de cette réplique qui jalonne le film. En fait, il nous fait des faux plats, ce film. Il nous fait un peu un faux rythme où parfois on a l'impression qu'on va être un peu tranquille, ça va mieux. En tout cas, le personnage va mieux, et vu qu'on est très attaché au personnage, très proche de lui pendant le film, on se dit, bon, c'est un peu plus calme. Voilà, on a atteint une vallée un peu dans cette narration. Et là, d'un coup,
il y a juste un changement de plan. Ils utilisent beaucoup de ça d'ailleurs. Il y a des plans séquences et sur le changement de plan, en fait, il y a eu un changement d'état d'esprit dans le personnage. Et là, d'un coup, un personnage sort et l'autre rentre, ou alors ou Anthony sort d'une pièce et rentre dans une autre. Et il est devenu quelqu'un d'autre complètement. Et même la narration et la chronologie a changé. Donc ce rythme de... En fait, on peut jamais être tranquille. C'est vraiment un film où il faut être éveillé. Il faut être très attentif. Et c'est dur d'être très attentif. C'est fatigant en fait. Ouais. C'est hyper fatigant. Et c'est ça où je trouve c'est très très fort. C'est que en fait, il nous montre aussi la fatigue que doivent expérimenter les personnes qui sont atteintes de ce genre de mal. Parce que en fait, t'as zéro répit, quoi. T'as zéro répit. Tu dois toujours t'accrocher à savoir... qui est qui, ok, je me souviens de ça, mais ça c'était quand et tout. Et c'est injuste. Et c'est injuste. Et en fait, la scène finale, sans en dire trop, elle est très très forte et elle montre cette espèce, pour moi, d'épuisement en fait et de retour à une forme d'enfance aussi, ouais, ou de lâcher prise en fait totale, parce que juste ça doit être affreux, quoi. C'est vraiment, enfin, moi ça m'a beaucoup touché. Et alors cette scène finale, je vais pas trop en parler, mais et encore une fois, je vais foutre c'est pas un mini flop, hein. C'est juste une petite remarque sur la scène finale où on a encore une fin ouverte, hein. C'est pas, ça spoile rien, mais je trouve qu'il y aurait eu plus fort que le plan d'arbre à la fin, où bien sûr il y a un rapport avec ce qu'il dit avant, mais j'aurais bien aimé finir en fait sur Anthony Hopkins directement, quoi. Enfin, je veux dire, il porte tellement tout le film. Ah ouais, vous avez bien aimé l'aspect poétique? Ouais, j'ai bien aimé. Et surtout, je trouvais que justement, faire un plan d'extérieur alors qu'on a passé tout le film en intérieur, en indoor, en enfermement, en claustrophobie, je trouvais ça plutôt cool. Puis c'est vrai que ça laisse plein de pistes de réflexion. Mais pour le coup, tu vois, un de mes flops, c'est-à-dire, je trouve qu'il manquait un petit truc. Tu sais, le petit truc qui va te dire tu vas gagner l'Oscar du meilleur film, quoi. Je sais pas ce qui manquait parce que tu veux dire une scène d'éclat Non, même pas dans une, je sais pas, à l'intérieur du film, je peux pas te dire dans l'essence du truc, je sais pas. J'ai adoré le film et tu fais ça comme premier long métrage, même si tu as du bagage derrière, c'est incroyable, enfin bravo évidemment, mais je sais pas, il m'a manqué un tout petit truc, je pourrais pas te dire lequel, pour que je me dise que je le préfère à Nomadland. Ah ouais? Ouais, je pense. Après, je pense que ça vient aussi de notre background personnel. Peut-être bien aussi. Parce que le truc qui est cool quand même, c'est que ce genre de film, ça traite quand même de quelque chose qui en fait touche tout le monde. Et pourtant, moi, j'y connais que dalle. Ouais. Très sincèrement, quoi. Moi, j'ai eu j'ai eu de la famille avec Alzheimer, mon arrière-grand-mère et tout ça. Donc en fait, tu repères des choses comme ça et tu fais putain, en fait, c'est vrai et c'est triste et ça te fait écho à des choses intérieurement, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour revenir très rapidement sur ce que tu disais, ce truc de il n'y a pas de il y a des coups d'éclat, mais il n'y a pas cette scène où tu dis ah, ça c'est la scène de l'Oscar. Ça vient au fait, le film, il a une stratégie j'ai lu ça ce matin, de release, c'est-à-dire de sortie un peu particulière. C'est chez Sony et ils l'ont sorti dès Sundance, ce qui est très tôt pour un film des Oscars, parce qu'après il faut maintenir l'élan pour que les gens le voient et tout. Mais vu que le film était très dur à voir et dur à montrer, c'est pas très sexy comme sujet. Il a fallu du temps et des reviews et des bons retours pour motiver les gens à vraiment le regarder avec un autre regard, et c'était sur la longueur qu'ils ont eu en fait ce truc, ils ont piqué au bon moment, quoi. Ils ont vraiment fait ce truc ouais, puis plus le Covid qui a fait que de toute façon il n'y a pas eu de sortie à éclipser ça et à faire oublier ça, parce que il n'y a pas eu de sortie du tout, enfin très peu. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce mini top flop. Après, non, mais si, il y a plein gros top. Oui, non, bien sûr, gros top. Non, parce que du coup, je retire un petit peu ce que j'ai dit quand même, c'est un super film. Je me sens mal, je m'en veux. Et si vous l'avez aimé, en tout cas, sachez que Florian Zeller, donc l'auteur des pièces et réalisateur de ce film, est en train de tourner la suite, disons que c'est une trilogie, il n'y a pas de réelle filiation entre les... Voilà, mais en tout cas, c'est dans le même esprit, qui s'appellera Le Fils, The Son, et les deux acteurs principaux, ce sera Hugh Jackman et Laura Dern. Ok, qui sont des acteurs monstrueux aussi, donc ça risque d'être pas mal. Et du coup, Le Fils, ça raconte l'histoire d'un fils qui, en fait, vit très très mal la séparation de ses parents, en plus de plein d'autres problèmes, une dépression, des problèmes dans ses études et tout ça. Et donc, du coup, voilà, ça parle de ça. Et donc, la troisième œuvre qui constitue cette trilogie, qui s'appelle La Mère, qui, là, pour l'instant, n'est qu'une pièce de théâtre, mais on ne sait pas, peut-être un jour... C'est la famille nucléaire. Hein. Et ben, voilà, c'est pas des thématiques très, très joyeuses, les thématiques Florian Zeller, mais du coup, La Mère, c'est l'histoire d'une mère, du coup, qui gère très, très mal et qui souffre de la solitude du fait du départ de son mari et du départ de son fils. Donc, elle reste seule dans la maison familiale et voilà.
Donc voilà, alors c'est pas ultra feel good. Peut-être pas se les enchaîner tous les trois. Voilà, mais... peut-être justement instant potager. Instant potager. Pour le coup. Nico, est-ce que tu veux commencer instant potager ou... Ouais, alors je vais lier les deux films. Vas-y. Franchement, j'ai adoré les deux films. Merci, c'était l'instant potager de Nicolas. En fait, dans les deux, en plus, je trouve qu'il y a vraiment une part d'humanisme et en fait, je trouve que ça pousse davantage à s'ouvrir aux autres et donc à la communication pour mieux comprendre les gens. Voilà. On réfléchit sur nous-mêmes, quoi. Sur nous-mêmes et sur les autres. Je trouve que ça pousse à essayer d'adopter le point de vue des autres. Alors, moi, j'ai retiré que cette année, j'ai vu plusieurs films des Oscars. J'ai vu Midnight Sky pour le podcast. J'ai vu Ma Rainey's Black Bottom. Avec Chadwick Boseman. J'ai pas vu Manque encore. Celui-ci et Nomadland. Je trouve qu'il y a quand même des thèmes. C'est rigolo pour une année de Covid et de confinement. On a beaucoup de films qui se passent en huis clos ou en semi-huis clos. Midnight Sky, on est dans un vaisseau enfermé ou dans un centre. Vraiment, il n'y a pas de vision. Nomadland, en fait, même si elle voyage, elle est toujours avec sa maison. Et sa toute petite maison, en plus. Sa toute petite maison. Pareil pour The Father, où ça se passe en huis clos. Et Ma Rainey's Black Bottom, ça se passe dans un studio d'enregistrement. Donc, il y a des thématiques qui se retrouvent vraiment. Pareil, des fins très ouvertes cette année. Et c'est très étrange que les films... qui déplaisent à l'amateur de sitcom que tu es. Non, c'est vraiment pas un souci. Mais en fait, ça doit être dans l'air, je pense. D'avoir ces thématiques et ces façons de traiter les sujets. Pourtant, tu vois, du coup, ça veut dire que la matière écrite, elle a été écrite depuis bien longtemps et même les tournages, pour moi, ils ont dû arriver avant. Bien sûr. Ça. Donc c'est un hasard. Mais je pense que on dit souvent c'est dans l'air en prod. C'est-à-dire que les thématiques sont traitées au même moment et au même moment, d'un coup, ça n'a pas été traité depuis 10 ans, mais là, il y a 3 films qui sortent sur la même chose. Mais du coup, ça serait plus un hasard. Un hasard assez. Un hasard un peu informé, je pense. Donc voilà, j'ai juste relevé ça qui était un petit peu étrange ou en tout cas rigolo de mon côté. Ok, non, mais j'avais pas fait gaffe. Ok. Et ben moi, je trouvais qu'il y avait un petit point commun entre ces deux films-là, c'était qu'on traitait de deux personnages qui se battaient pour regagner leur dignité, enfin en tout cas pour préserver leur dignité, mais chacun à sa manière, quoi. Et chacun avec les galères qui sont les siennes et tout. Et ce que je trouvais super intéressant, c'est que c'est pas si souvent que ça que les personnages principaux des films sont des personnes âgées. Enfin, âgé, Anthony Hopkins, il a 83 ans. Il est âgé. Hein. Frances McDormand, elle est, je ne sais plus en quelle année elle est née, mais elle doit avoir une soixantaine d'années aussi. Et je trouvais ça assez cool que, en tout cas, les 2 Oscars du meilleur acteur et de la meilleure actrice reviennent à des personnes de plus de 60 ans, ce qui n'est pas si courant que ça. D'ailleurs, on reproche souvent aux académies comme les Oscars, les Césars, tout ça, de faire un peu de l'agisme, c'est-à-dire en gros de ne récompenser que des gens beaux, du racisme et du sexisme, en bonne santé et tout ça. Ouais, d'ailleurs, on pourra en parler après de ça aussi parce que en fait, Chloé Zhao, qui a gagné du coup l'Oscar, c'est la première, c'est la deuxième femme à gagner un Oscar, mais c'est la première femme non blanche à gagner un Oscar. Et je trouve que ça, c'est un petit peu dommage que ça soit les headlines partout des articles, parce que ça lui enlève un petit peu de mérite du c'est sous-entendu, bien sûr que non, mais on peut comprendre c'est parce que ils se sont fait taper sur les doigts que, alors que le film est incroyable, quoi. Complètement. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant de questionner pourquoi on le met tant que ça en valeur et est-ce que ça fait est-ce que c'est ça l'essentiel ou pas, en fait. En fait, c'est pas ça qui fait la force du film, c'est le film, c'est pas les origines. Ça me rappelle un peu l'affaire avec Xavier Dolan qui avait été, je crois, on lui avait demandé ou d'être parrain d'un festival de films gays ou d'être sélectionné dans un festival de films gays. Et en fait, il avait dit... il était embêté, parce que lui, étant homosexuel et assumant le fait publiquement, par contre, il était un peu embêté en disant oui, mais je ne fais pas du cinéma gay. Est-ce que ça existe, le cinéma gay? Enfin, voilà, ça pose plein de questions, en fait, sur les étiquettes qu'on met sur les films, quoi. Et sur les gens, du coup. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et alors, le deuxième truc que j'avais dans mon potager, qui est en train de pousser juste à côté de la petite tranquillement plante, c'est que je trouvais que c'était des films qui nous questionnaient sur qu'est-ce qu'on fait de nos exclus. Exclus socialement, parce que dans Nomadland, qu'est-ce qu'on fait des gens en fait qui ont tout perdu et qui ont plus de quoi subvenir à leurs besoins. Alors aux États-Unis, c'est encore plus vénère pour eux parce que nous, en France, on a un système social qui est un petit peu plus redistributif et plus doux et tendre pour les personnes âgées, mais aux États-Unis, ça peut être horrible. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens-là comme alternative positive? Quelle est leur place? Et pour The Father, c'est clairement la fin de vie, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées quand elles deviennent
difficiles à gérer, qu'elles ont besoin de soins. Là, ça pose clairement la question de est-ce qu'on doit la garder dans la famille, même si en fait ça fout le bordel et ça impose une organisation infernale à tout le monde, ça fait tourner tout le monde en bourrique, voilà. Ou alors est-ce que, en même temps, on voit que la vie en EHPAD, c'est clairement pas l'idéal non plus, ça coûte très cher déjà, et puis est-ce qu'ils sont plus heureux comme ça. Je trouve que ça posait ces questions-là aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de nos exclus, quoi. Et ça me permet d'enchaîner sur le wrap, la fin. Ces 2 films, très clairement, moi je les recommande. Je pense qu'on sera tous du même avis. Par contre, je ne les recommande pas à la suite. Si vous pouvez éviter de faire comme nous et de les regarder à la suite, c'est mieux parce que après on n'est pas très, on se réveille le lendemain, c'est un peu lourd. C'est clair. Disons que tu te sens très sec. C'est un peu existentiel. T'as 0 larme qui te reste, tu vois. Voilà. Si tu te fais mal le lendemain, tu peux pas pleurer en fait. Tu fais genre j'ai le visage tout rouge. Et surtout, si vous pouvez aller les voir au cinéma, c'est encore mieux parce que je pense que c'est vraiment être dans l'ambiance avec d'autres gens. On peut se laisser encore plus aller, rentrer encore plus dedans. Et moi, c'est ce que je conseillerais. Est-ce que vous avez des choses et pas les regarder forcément fatigués non plus. Ouais, ça demande de l'attention. Ouais, ça demande de l'attention. Et notamment The Father, c'est vrai que pour des. Bon, moi, j'ai 26 ans bientôt. Et c'est vrai que par rapport moi, quand j'étais plus jeune, tu vois, les personnes âgées, voilà, ils étaient immortels, c'était les sages, c'était ceux que je vais écouter, c'était ceux qui seront toujours là pour moi. Et non, la vie fait que non. Et que du coup, ça te donne envie de te rapprocher et de mieux les comprendre parce qu'eux aussi, en fait, ils avancent dans le temps, mais ils sont pas immortels et ils font face à des problèmes qu'on ne connaît pas et qu'on connaîtra sûrement, mais bien plus tard. Et que c'est super intéressant et que c'est effectivement un sujet dont on parle pas parce que comme tu dis ils sont exclus quoi. Ouais, on met de côté le problème dur. quoi. Mais ouais, c'est et c'est pas pareil dans toutes les cultures, hein. Par exemple par exemple la culture indienne, il y a voilà, les gens vivent de manière intergénérationnelle dans une maison et en fait il y a pas, moi je me souviens, je suis allé en Inde il y a quelques années et j'avais discuté avec un Indien qui me disait mais je ne comprends pas ce que vous faites de vos vieux, quoi. Déjà vous vivez pas avec eux, vous les foutez dans des maisons de retraite, ça vous coûte les yeux de la tête. Vous viviez loin, parce que c'est vrai que nous, on a une tradition de... géographiquement, on bouge en fait. Et eux, en fait, ils peuvent vivre plusieurs générations au même endroit, dans la même maison, parfois les uns sur les autres parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Mais ils échangeraient ça pour rien au monde avec notre manière à nous de traiter nos anciennes générations, quoi. Et oui. Et c'est un mot très joyeux pour la fin. Merci Damien. Feel good, toujours. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se retrouve. Dans 2 semaines, on se retrouve pour Life in Colors. Life in Colors, une série documentaire plus péchu, plus zen, de la couleur là. De la couleur. Donc, si vous avez l'occasion de la voir, allez-y. Ça vaut vraiment la peine. C'est sur Netflix. En plus, c'est très très court puisque ça dure que 3 épisodes de 45 minutes. Voilà. Donc c'est assez vite mangé. Et donc, sur ce, on vous dit bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Portez-vous bien. Ouais. Et puis, gros bisous. Merci les gars, en tout cas. Et à la prochaine. Ouais, merci à vous aussi, les gars. Ciao. Bye.